La tempête se formait à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'avion, la véritable turbulence était sur le point de commencer. Le vol décollait de Paris à destination de Ouagadougou, et parmi les passagers, peu imaginaient que ce voyage serait le théâtre d'un épisode qui remettrait en question les valeurs de respect, de dignité et de justice. À la rangée 12C, assis près du hublot, se trouvait un homme au regard calme, vêtu de vêtements simples et au visage serein. Il portait une chemise africaine modeste, les épaules détendues et l'expression tranquille de celui qui connaît le poids du monde, mais refuse de s'en laisser écraser. C'était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, mais ce matin-là, il ne portait ni insigne, ni costume, ni escorte. Il voyageait seul comme un citoyen ordinaire. Il ne voulait pas de privilèges. Il était là pour une raison plus grande, comprendre de près les souffrances de son peuple, ressentir dans sa chair ce que beaucoup d'Africains éprouvent lorsqu'ils traversent les frontières, le préjugé, l'humiliation, le regard méprisant. À côté de lui, une dame âgée tentait de ranger son bagage à main dans le compartiment supérieur. Une hôtesse, une jeune femme aux traits européens et aux manières précipitées, s'approcha avec impatience. Sans demander, elle arracha le sac des mains de la vieille dame et le poussa avec force, comme s'il s'agissait d'un fardeau inutile. Traoré se leva calmement. « Puis-je aider avec cela » dit-il d'une voix basse. L'hôtesse se retourna avec un regard cinglant. « Monsieur, veuillez vous asseoir, vous gênez déjà assez. Laissez-moi m'en occuper. » Et sans attendre de réponse, elle tourna les talons. La dame remercia Traoré du regard. Il se contenta de sourire et se rassit. Mais ce n'était que le début. Pendant le vol, la même hôtesse, prénommée Élise, montrait des signes évidents d'impatience envers les passagers africains. Elle ignorait leurs demandes, parlait avec rudesse et lançait des regards de mépris déguisés en professionnalisme. Traoré observait tout en silence. Son regard perçait l'atmosphère comme celui d'un lion paisible qui connaît déjà la jungle par cœur. Il savait que sa mission, là, était de résister, de comprendre et, si nécessaire, d'agir. En passant avec le chariot de boisson, Élise s'arrêta brusquement devant lui. « Qu'est-ce que vous voulez » dit-elle sans même le regarder dans les yeux. « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît » répondit Traoré. Elle soupira bruyamment, saisit un verre de manière brusque et le posa presque en le jetant sur la tablette devant lui. L'eau éclaboussa. Quelques passagers à proximité regardèrent, stupéfaits. Mais Traoré se contenta de sourire. Son sourire n'était pas celui de quelqu'un qui se soumet, mais de quelqu'un qui attend le moment opportun. À côté, un passager le reconnut. C'était un jeune étudiant burkinabé, revenant de Belgique après avoir terminé son master. Ses yeux s'écarquillèrent. Il s'approcha lentement et murmura « Monsieur le Président, c'est vraiment vous ?» Traoré posa un doigt sur ses lèvres. « Ici, je ne suis qu'un frère en voyage. Garde ce secret jusqu'à l'atterrissage, d'accord ?» Le jeune homme hocha la tête, ému. Ses yeux se remplirent de larmes. Il savait que ce n'était pas seulement un président, c'était un symbole de courage. Quelques heures plus tard, pendant la distribution des repas, la tension atteignit son paroxysme. Traoré reçut un plateau sans couvert. Il demanda poliment « Pardon, pourriez-vous m'apporter des couverts ?» Élise lui lança un regard glacial. « Vous ne les avez pas reçus, vous devriez faire plus attention. »« En effet, je ne les ai pas reçus, » répondit-il avec le même calme. Elle souffla. « Je vais voir s'il en reste, mais la prochaine fois, soyez attentifs, d'accord ?» L'indignation des passagers à proximité montait. Une femme ivoirienne se leva et parla fort. « C'est du racisme. Vous traitez cet homme avec irrespect depuis le début. » L'hôtesse fit semblant de ne pas entendre. Elle poursuivit son chemin. Mais à cet instant, quelque chose changea dans la cabine. Traoré resta assis, mais il y avait un feu tranquille dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, c'était la vérité. Une vérité qui, tôt ou tard, éclaterait comme un coup de tonnerre. Quelques minutes plus tard, le commandant de bord apparut dans l'allée. Il était accompagné d'un membre de l'équipage, informé de la situation par un autre steward africain qui avait observé la scène de loin, dans un silence gêné. Le commandant s'approcha de Traoré, perplexe. « Excusez-moi, est-il vrai ce que j'entends? Il y a eu un problème avec notre équipe ?» Avant que Traoré ne puisse répondre, le jeune étudiant qui avait reconnu le président se leva. D'une voix ferme et émue, il déclara « Cet homme est le président de mon pays. Il est humilié dans cette cabine comme s'il n'était rien. Et pourtant, il reste calme, comme un roi parmi les hommes. » Un silence total envahit l'avion. L'hôtesse Élise blêmit. « Quoi, président? Ce n'est pas possible. Il ne s'est pas présenté, il n'avait pas l'air... »
Traoré se leva lentement. « À quoi vous attendiez-vous pour un président ?» demanda-t-il d'une voix profonde, mais posée. « Un homme noir, vêtu simplement, ne peut-il pas porter l'honneur ?» Ces paroles résonnèrent comme des cloches dans une cathédrale. « Je ne suis pas ici en tant que chef d'État. Je suis ici en tant qu'Africain, en tant que fils d'une terre encore jugée aujourd'hui par l'apparence de ses enfants. Mais la dignité ne s'habille pas d'un costume, elle s'habille de vérité. » L'émotion envahit les passagers. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient en silence. La vieille dame serrait ses mains contre sa poitrine, comme si elle voyait la justice se rétablir sous ses yeux. Le commandant, visiblement embarrassé, s'adressa à Traoré. « C'est monsieur, au nom de la compagnie, je vous présente mes excuses pour le comportement de notre employé. Nous prendrons les mesures nécessaires. » Mais Traoré l'interrompit. « Je ne veux pas de vengeance, je veux du changement. Que cette jeune femme comprenne la valeur de chaque être humain, que personne n'ait plus à prouver qu'il mérite le respect. » Il se tourna vers Élise. « Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller, mais vous devez regarder dans les yeux et voir l'humanité de l'autre. » Elle, en larmes, hocha la tête et murmura « Je suis désolée. » Et puis, lorsque l'avion atterrit à Ouagadougou, des centaines de passagers descendirent avec un regard nouveau, car ils avaient été témoins de quelque chose de rare, une force qui ne crie pas mais qui transforme. Le soleil se levait à Ouagadougou lorsque les pneus de l'avion touchèrent le sol. Une chaleur dense montait de l'asphalte, comme si la terre respirait avec le peuple. L'escalier fut positionné. Le commandant tint à ouvrir la porte et, dans un geste inattendu, se tourna vers Traoré et dit « Monsieur, ce serait un honneur de vous laisser sortir en premier. » Mais le président sourit et répondit « L'honneur est dans le service. Laissez les personnes âgées descendre d'abord. Ensuite, je suivrai. » L'hôtesse Élise, encore visiblement secouée, resta au fond de l'appareil, observant en silence l'homme qu'elle venait de confronter et dont elle avait appris, pas par des cris, mais par la dignité. À l'extérieur, une petite équipe gouvernementale attendait discrètement. Personne ne portait d'uniforme ostentatoire, pas de drapeau flottant ni de tapis rouge. C'était la manière de Traoré, simplicité et force. Lorsque ses pieds touchèrent le sol africain, un agent s'approcha et lui tendit discrètement un dossier. « Les rapports sont là, monsieur, et la presse est déjà au courant de ce qui s'est passé pendant le vol. »« Comment » demanda-t-il surpris. « La vidéo, monsieur. Quelqu'un a filmé. Elle devient virale. Elle a dépassé le 1 million de vues. » Traoré soupira. « Ce n'était pas mon intention. Mais c'était peut-être la providence, » répondit l'assistant. « Le peuple voit qui vous êtes, même quand personne ne regarde. » Quelques heures plus tard, la vidéo circulait dans tous les coins du continent. « Le président humble, » disaient certains. « La royauté africaine qui ne porte pas de couronne, » commentèrent d'autres. La scène où il se levait pour aider la vieille dame, la manière dont il réagissait avec fermeté et paix face à l'hôtesse, son discours dans l'avion, tout cela devint un symbole, pas de pouvoir, mais de quelque chose de bien plus rare, l'honneur. À Paris, Élise fut mise à l'écart par la compagnie aérienne, mais pas avec des sanctions publiques. Après l'incident, elle avait elle-même contacté la direction. « Pas besoin de me suspendre. J'ai besoin d'apprendre. Je veux découvrir le pays de cet homme. Je veux regarder dans les yeux le peuple qu'il représente et comprendre. » La réponse de Traoré, lorsqu'il l'apprit, fut encore plus surprenante. Il ne demanda pas son licenciement. Il demanda qu'elle soit envoyée comme volontaire pendant 1 mois dans un programme social au Burkina Faso. Laissez-la voir, laissez-la servir. C'est ainsi que le changement commence. 2 jours plus tard, Élise arriva à Ouagadougou. Elle fut accueillie sans caméra, sans réception officielle, juste avec des mains tendues par des femmes qui l'emmenèrent dans un centre communautaire à Bobo-Dioulasso où des enfants étudiaient sous des arbres et des mères apprenaient à lire ensemble, autour d'une table en terre. Là, pour la première fois, elle vit, pas avec les yeux, mais avec le cœur. « Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais vous devez écouter, » dit la coordinatrice du centre, une femme nommée Aminata. « Nous pleurons aussi, nous rêvons aussi, nous aimons aussi. » Et Élise pleura. Elle lava son visage avec les larmes qu'elle n'avait jamais su verser auparavant. Elle s'assit par terre avec les enfants, enseigna l'anglais, apprit le français africain, cuisina avec les femmes, écouta des histoires de lutte et de foi. Pendant ce temps, Traoré réunissait son cabinet. Quelque chose de plus grand était en train de se produire, et il le savait. L'incident dans l'avion révélait une blessure ouverte, le préjugé silencieux qui entourait encore le continent africain.
Mais il ne voulait pas seulement protester, il voulait proposer. Lançons une campagne continentale, dit-il. Pas contre quelqu'un, mais pour la dignité. Le projet fut nommé « Regardez à nouveau », un mouvement pour que le monde tourne à nouveau ses yeux vers l'Afrique, non pas avec pitié, mais avec respect. Des vidéos, des écoles, des échanges culturels, des formations pour les compagnies aériennes, les hôtels, les institutions diplomatiques. Le message était clair. Personne ne devrait être jugé par ses vêtements, sa peau ou son passeport. Au milieu de tout cela, Élise, désormais transformée, demanda à rencontrer le président une fois de plus. Il accepta. Ce fut une rencontre brève, dans un jardin paisible, sous un manguier ancien. Elle arriva les yeux baissés et les mains tremblantes. « Je ne suis pas venu demander pardon. Je suis venu remercier, parce que vous n'avez pas réagi comme je le méritais. Vous avez réagi comme le monde avait besoin de le voir. » Traoré sourit. Parfois, c'est dans le silence que les révolutions commencent. Elle hésita. Puis-je rester? Pas comme visiteuse, mais comme quelqu'un qui veut servir? Vous avez déjà commencé, répondit-il. Maintenant, il suffit de continuer. Et ainsi, quelque chose de rare se produisit. Une femme venue avec des préjugés décida de rester avec un but. Pendant ce temps, l'impact international grandissait. Des dirigeants africains commentèrent le geste de Traoré. Des présidents d'autres pays envoyaient des messages de soutien. Et pour la première fois, une proposition fut déposée à l'ONU par un bloc de pays africains exigeant une révision des protocoles internationaux de formation pour les compagnies opérant dans les pays du Sud global. La proposition fut nommée « Code Ubuntu », inspirée du concept africain « Je suis parce que nous sommes ». Au même moment, Ibrahim Traoré fut invité à prendre la parole lors d'un forum sur les relations internationales et l'égalité de traitement. Il monta sur scène sans discours préparé, juste le cœur plein. « Je ne suis pas venu ici raconter une histoire d'avion. Je suis venu rappeler que pour chaque personne ignorée dans une allée, il y a une histoire piétinée, que l'humilité ne doit pas être confondue avec la faiblesse, et que le respect ne se donne pas à un titre, il se donne à un être humain. » Le public resta silencieux. Puis une salve d'applaudissements résonna, non seulement dans les oreilles, mais dans les âmes des personnes présentes, car tous comprirent que ce qu'ils avaient vu dans cette vidéo virale n'était que le reflet de ce dont le monde entier a besoin, l'humanité. De retour au Burkina Faso, les rues parlèrent désormais avec fierté. « Traoré est notre Mandela », disaient les jeunes. Il ne crie pas, il enseigne par l'exemple. Dans une école publique à l'intérieur du pays, des enfants rejouaient la scène de l'avion comme une pièce de théâtre. Un garçon de 9 ans représentait Traoré. Quand l'hôtesse le maltraitait, il ne répondait pas avec colère. Il disait simplement « Le respect ne s'achète pas, il se gagne ». Et les parents, assis dans une tribune improvisée de bancs en bois, applaudissaient debout. À la télévision nationale, les journalistes rapportaient que plus de 12 pays avaient adopté des parties du code Ubuntu, et les compagnies aériennes diffusaient désormais des vidéos institutionnelles soulignant l'importance d'un traitement digne pour tous les passagers, quelle que soit leur origine. La dernière semaine de ce mois-là, Élise fut invitée à s'exprimer à l'université de Ouagadougou. Elle monta sur le podium, timide mais assurée. « Je suis venue enseigner le service. Mais j'ai été enseignée sur l'humanité. » Elle marqua une pause, regarda les étudiants. « Et si moi, qui viens d'un monde qui regarde de haut, j'ai été accueillie avec amour, pourquoi vous, qui vivez les pieds sur cette terre, ne pourriez-vous pas apprendre au monde à regarder avec le cœur ?» Le public applaudit. Et ce jour-là, beaucoup réalisèrent que la véritable force d'une nation ne réside ni dans les armes, ni dans l'or, ni dans les traités. Elle réside dans la capacité à pardonner, à transformer et à élever ceux qui nous offensent, non pas avec des mots durs, mais avec le poids de la vérité silencieuse. Le dernier jour de son engagement à Ouagadougou, Ibrahim Traoré se tenait devant une foule qui l'attendait au centre de la ville. Ce n'était pas un événement officiel. Il n'y avait ni discours préparé, ni journaux pour immortaliser l'instant. C'était simplement le peuple, celui qu'il avait juré de protéger et de servir. Mais ce jour était spécial. Il savait que ce moment sans caméra ni protocole était l'apogée de quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle politique ou proposition. La place était bondée. Des centaines de personnes, jeunes, vieux, travailleurs, mères, enfants, tous réunis pour quelque chose de simple, un échange de regards, un moment de partage. Ils étaient venus voir leur leader, mais, plus encore, ils étaient venus ressentir
que quelqu'un les voyait enfin. Traoré monta sur une petite estrade improvisée avec un calme serein, mais son cœur était agité. Il connaissait le poids de l'instant. Il savait que là, devant lui, se tenait le reflet de ce que son peuple vivait chaque jour. Le manque de respect, l'exclusion, la lutte. Il n'était pas venu faire des promesses. Il était venu offrir quelque chose de plus profond, un pacte d'humanité, une vision d'un avenir où chacun a sa place, sans exception. D'un geste simple, il demanda le silence. Puis il parla avec le même calme qui l'avait accompagné dans l'avion, mais avec une intensité qui touchait l'âme de chaque personne présente. Aujourd'hui, je ne viens pas en tant que président, je viens en tant qu'homme qui pleure avec vous, qui pleure pour notre terre, pour notre lutte, et plus important encore, pour notre humanité. La foule se tut. Chaque mot semblait pénétrer plus profondément, touchant un endroit intime en chacun. Traoré continua. Je sais que souvent nous regardons l'avenir et ne voyons que les défis, mais ce qui nous rend forts, ce qui nous unit, ce ne sont pas les difficultés, ce sont nos choix. Chacun de nous a le pouvoir de décider comment il réagira face à cela, comment il traitera autrui, comment il agira face à la douleur, à l'humiliation, à la peur. Il marqua une pause et regarda l'horizon, comme s'il voyait l'avenir qu'il désirait tant, un continent uni par la paix, la justice, l'égalité. J'ai vu ce qui s'est passé dans un avion, un homme comme tous les autres, et j'ai vu comment la dignité de chacun peut être blessée en un moment de faiblesse. Mais j'ai aussi vu comment la dignité peut être restaurée, même dans les situations les plus difficiles. Je l'ai vu non pas avec des mots, mais avec des actes. J'ai vu comment la paix peut être atteinte lorsque nous nous regardons avec respect. La foule était totalement silencieuse, personne n'osait interrompre. Ce n'étaient pas des mots vides, c'était un appel, un cri silencieux, mais puissant, pour un avenir meilleur. C'est ce dont nous avons besoin. Plus de paroles creuses, plus de promesses sans action. Nous devons agir. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et je sais que nous pouvons le faire, ensemble. En tant que nation, en tant que peuple. La chaleur du soleil était intense, mais personne ne semblait la ressentir. L'énergie était palpable. Les gens se regardaient, sentant la force collective qui commençait à naître. Traoré poursuivit. Je ne suis pas plus président que chacun de vous. Je ne suis ni plus grand ni plus important. Nous sommes tous égaux, tous en lutte pour la même chose, le droit de vivre avec dignité. Lorsqu'il termina, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme dans la foule, un simple ouvrier, se leva et commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à lui, pas par formalité, mais comme une expression sincère de reconnaissance. Reconnaissance que ces paroles n'étaient pas que des mots. Elles reflétaient quelque chose de plus grand qui grandissait là. Et puis, Traoré fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il descendit de l'estrade et se mêla à la foule. Plus de barrières, plus de gardes autour de lui. Il marchait parmi les siens, ressentant l'énergie de chacun. Il serrait des mains, enlaçait certains, souriait et parlait avec un cœur ouvert. Il n'était plus seulement le président. Il était le leader d'un peuple qui, pour la première fois, commençait à croire que le changement était possible. Ce soir-là, Traoré s'assit seul dans son bureau, regardant par la fenêtre. Le bruit de la ville s'apaisait. Il savait que le pays changeait. Mais il savait aussi qu'il restait beaucoup à faire. Ce qui s'était passé dans cet avion n'était pas un incident isolé. C'était la pointe de l'iceberg d'un problème plus vaste. Un problème qu'il était déterminé à affronter de toutes ses forces. « Je ne suis pas venu pour être un leader de façade », se dit-il à voix basse. « Je suis venu pour diriger avec mon âme. Et s'il le faut, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour que mon peuple ne se sente plus jamais petit. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles. À cet instant, il sut que le véritable leadership ne résidait pas dans les grandes décisions politiques. Il résidait dans les petites actions quotidiennes, dans le respect, la dignité et l'amour pour autrui. L'avenir était devant lui, et il n'avait plus peur. Les jours suivants apportèrent de nombreux changements au pays. Le projet, regardé à nouveau, fut largement adopté, non seulement au Burkina Faso, mais dans d'autres pays africains qui commencèrent à intégrer le code Ubuntu. Les entreprises commencèrent à réviser leurs politiques de service et de nouvelles législations furent proposées pour garantir que l'égalité et le respect fassent partie intégrante des relations internationales. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'était plus seulement celle d'un président africain. C'était l'histoire d'un homme qui avait osé faire ce que beaucoup craignaient d'essayer, apprendre au monde à regarder l'Afrique avec respect, avec dignité
et par-dessus tout, avec humanité. En fin de compte, les mots d'Élise, désormais défenseur du code Ubuntu, résonnaient dans son esprit. Vous ne m'avez pas donné une leçon, vous m'avez donné une nouvelle vie. Et cela, peut-être, était le plus grand héritage d'Ibrahim Traoré. Non pas changer un pays, mais changer le monde en commençant par les gens autour de lui.